Avant de débuter ce trip report, je voudrais faire un petit disclaimer. Il s'avère que je ne suis pas fan du format trip report vidéo, surtout étant donné que sur place je n'ai pas pris énormément de photos et vidéos. N'étant pas encore adepte du système de vlog et n'ayant pas le matériel nécessaire, je me contente de faire ce trip report sous forme vidéo, un peu à la manière de ce que pourrait faire Doobik, mais je compte bien évidemment changer ce format. Je l'ai sélectionné car comme je l'ai dit, je n'ai pas le matériel encore pour faire des vlogs et de plus j'avais vraiment très envie de partager ce trip qui est l'un des plus étranges que j'ai pu faire. Une partie des photos et vidéos présents dans ce diaporama ne sont pas de moi et lorsque ce sont des on-ride par exemple, ils sont crédités. Je m'excuse d'ailleurs pour la qualité de certaines vidéos et photos. Ceci étant dit, j'espère que cette vidéo vous plaira quand même car bien qu'elle ne me satisfasse pas à 100%, j'avais très envie de vous raconter ce trip. N'hésitez pas à vous abonner pour voir l'épisode 2 ainsi que mes autres séries et bon visionnage à vous. Réveil à 4h, départ à 5h et près de 5 heures de route, de bouchons et de travaux jusqu'à La Panne, première destination de ce Flopsa trip. Vous l'aurez compris, ce trip commence par l'inévitable Plopsaland de Panne. Un trajet parsemé de gros sons. Et nous arrivons sur le parking du parc à 10h10, là où on devait normalement arriver vers 9h30. Le parking est donc évidemment aux habituels tarifs Plopsa, 15 balles la journée. Et bien qu'il s'agisse à mon sens d'une moindre arnaque comparée au parking de Plopsaco à 12,50€, c'est quand même cher. Et oui, 12,50€ pour un parc minuscule paumé au milieu des montagnes belges, dont les seules attractions intéressantes sont bouclées en moins d'1 heure. Enfin bref, c'est pas le sujet du jour. À notre entrée dans le parc, on constate une entrée très simple mais jolie, et on se dirige immédiatement vers la première zone, la zone Indoor Mayaland. Alors c'est une très jolie zone avec des attractions pour enfants comme des fleurs qui tournent en rond à la manière de plusieurs autres parcs comme les abeilles à Nigloland ou des fleurs similaires à Holiday Park, des tours de chute un peu comme par exemple la tour des petits fantômes à Nigloland également, des petits nénuphars qui tournent en rond un peu à la manière de Cars 4 roues à Walt Disney Studios, des toboggans comme dans la zone indoor de Holiday Park et une aire de jeu ou plusieurs aires de jeu même assez grandes pour les enfants. Donc voilà, c'est assez sympa pour les familles. Aussi, cette zone a la particularité d'être ouverte toute l'année, si je ne me trompe pas, en tout cas plus longtemps que le parc principal. Et la dernière attraction de cette zone, qui est la raison principale de notre venue dans celle-ci, c'est le premier crédit de la journée, qui est un Kontiki Zierer. Il est rigolo, mais assez anecdotique, même si l'aspect indoor y ajoute selon moi un léger intérêt. Problème, à notre arrivée dans le parc, la moitié des attractions sont fermées et lorsqu'on arrive, on voit qu'un seul opérateur peut assurer le fonctionnement de 2 à 3 attractions en alternance. On découvre aussi au fur et à mesure de notre tour du parc que la plupart des attractions ouvrent à 11h, midi ou même 13h pour certaines. Les 16 attractions en fonctionnement à l'ouverture du parc étaient donc relativement prises d'assaut et nous avons donc pris notre temps avant de nous lancer dans notre première attraction à 11h qui sera la forêt de Plop. C'est un petit boat ride assez sympa qui présente donc une thématisation autour du lutin de Plop. Et donc les décors sont assez jolis. Par contre certains effets sont assez agaçants comme le bruit de clochette qui revient souvent, une scène où un cri résonne dans la plupart de l'attraction. Et l'attraction en elle-même est assez longue même si j'ai été plutôt agréablement surpris car on m'avait vraiment rendu cette attraction comme éclatée au sous-sol. Après cette petite attraction sympathique, nous nous sommes dirigés vers notre deuxième crédit, un Tivoli large nommé Like Me Coaster. Alors il est inspiré d'une série néerlandaise du même nom, qui prend place dans un lycée, et c'est pour ça que ce petit junior coaster a la particularité d'avoir une gare très jolie, avec une bonne théma, qui représente en fait des couloirs de lycée avec des éclairages de fête et des petites scènes. Et c'est assez appréciable de voir un coaster si souvent posé tel quel dans de nombreux parcs bien thématisés, avec des trains personnalisés, et une gare, comme je l'ai dit, assez jolie. Après bon, il faut pas abuser non plus, ça reste un coaster pour enfants, peu agréable à rider, car jonché de banking hasardeux et de vibrations, mais il faut admettre qu'il est légèrement au-dessus de ses homologues que j'ai pu tester par exemple à Walibi Rhône-Alpes et Bellward. Cependant, la découverte de ce coaster a été malheureusement éclipsée par les tests d'un autre roller coaster que nous essaierons plus tard, et qui m'inquiète grandement d'ailleurs. Nous enchaînons ensuite avec Drac, le coaster e-powered du parc, qui est présent dans la zone médiévale dinosaure suisse. Oui, c'est complètement incompatible. Pour être honnête, le coaster n'avait pas l'air intéressant du tout, pourtant il s'avère qu'il est rigolo, il possède quelques helix fun, bien qu'il soit un peu répétitif au bout du deuxième tour. Par contre, les 3 zones médiévales, jurassiques et suisse/Heidi sont très jolies mais s'entremêlent bien trop, créant une thématisation groupée sans queue ni tête, ce qui est bien dommage car individuellement les zones sont très jolies.
Après cela, nous continuons notre chasse au crédit avec un des coasters les plus intéressants du parc, Heidi the Ride, un wooden coaster familial de chez GCI qui m'a l'air fort sympathique. Après une interminable attente de 5 minutes, nous embarquons au Lastro et le tour démarre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'une excellente attraction familiale plus. Et quand je dis plus, c'est plus, car la première drop est étonnamment très sensationnelle. Les changements de direction et les boss qui suivent sont très chouettes, proposant de bons airtime et le tout fait de Heidi the Ride une attraction très bonne puisqu'elle convient autant aux amateurs de sensations qu'à la famille. De plus, la toute fin de parcours présente un enchaînement de petits bunny-hop très chouettes avant la zone de frein et une petite scène dark ride qui nous accompagne jusqu'à la gare. En bref, comme je l'ai déjà dit, c'est un très bon roller coaster, très fun et agréable à rider, ce qui est important, et qui plaira autant aux familles qu'aux amateurs de sensations. Après ce petit coaster très sympathique, on continue notre matinée crédit avec un autre coaster un peu moins sympathique du doux nom de Kadri Roller Skater. Alors une fois de plus, c'est inspiré d'une série néerlandaise qui est elle-même inspirée d'un groupe de musique, et il s'agit en fait d'un junior coaster de 335 mètres de chez Vekoma qui possède une thématique plus que douteuse. En effet, il nous rétrécit et nous fait passer près d'objets géants tels qu'un amplificateur que l'on traverse, un Capri Sun, ou encore une paire de lunettes de la taille d'un ananas. Autant pour la théma que pour les sensations, ce coaster est ennuyeux, inutile, et donc à oublier. Mais quoi de mieux pour vite oublier que de rider le second meilleur coaster du parc, j'ai nommé Anubis the Ride. Ce coaster inspiré, tenez-vous bien, d'une série néerlandaise, présente une thématique aventure un peu mystérieuse dans une gare qui reprend à l'identique le manoir de la série, magnifique bien qu'un peu esselé. La file d'attente et l'intérieur de la gare sont très simples mais efficaces, même si nous n'avons pas vraiment pu en profiter tant l'attente était absente, environ 2 minutes. Le stress que me procurait le coaster le plus récent du parc m'a fait oublier qu'Anubis était loin d'être insignifiant. Une fois installé dans le train, il sort de la gare lentement avant de s'aligner avec une toute petite zone de launch qui a l'air bien courte vis-à-vis des 30 mètres qu'elle doit aider à gravir. Cependant, ce n'est pas une erreur, sans le moindre temps d'arrêt, le coaster vous plaque au fond de votre siège avec une puissance extrême avant de vous envoyer au sommet du top hat et vous proposer un airtime surpuissant. Suite à cela, une drop très sensationnelle nous accompagne vers une série d'inversions et d'éléments très fun et agréables, même si malheureusement la dernière vrille, prise lentement, ne propose aucune sensation et m'a retourné l'estomac plus qu'autre chose, sûrement dû au harnais dégueulasse du train qui s'est en plus resserré au maximum avec l'intensité de l'airtime du top hat. À part ces petits points négatifs, le coaster est très bon, même excellent, et ce launch est de loin le plus sec et puissant que j'ai jamais ridé. Après toutes ces émotions, il est l'heure de manger. Le matin même, le restaurant de Maya dans la zone indoor nous avait tapé dans l'œil, de par son petit charme particulier. Cependant, nous avons décidé d'y manger pour une raison majeure, il était ouvert, à la différence de 75% des points de nourriture du parc. Mais bon, nous savions où manger, donc cela ne nous a pas vraiment dérangé. En plat, des spaghettis bolognaises et un soda pour 20,50€, des tarifs Plopsa. Nous avons bien mangé, bien que j'aurais certainement préféré manger moins lourd. Pour digérer, une petite descente au toboggan indoor avec lesquels j'ai failli faire un strike avec une enfant de 8 ans, un passage dans la tour de chute pour enfants qui m'a légèrement retourné l'estomac une fois de plus, surtout à cause des spaghettis au fromage que nous venions de manger, un tour dans les fleurs de Maya qui offre une vue imprenable sur les urinoirs des toilettes de la zone, avant de ressortir ridier. Nous recommençons notre chasse au crédit avec Super Splash, un entre guillemets water coaster de chez Mack. Pourquoi entre guillemets? Laissez-moi vous expliquer. Le coaster présente une thématique pirate, une fois de plus assez simple mais assez jolie, bien qu'un peu vide, et possède de très beaux trains / bateaux. Le long parcours débute avec une montée rotative en ascenseur à l'intérieur d'une tour, avec quelques légers éclairages simulant des étoiles. Arrivé en haut en quelques instants, le train entame sa descente qui vibre énormément en bas avant d'arriver sur une bosse sans aucun airtime et de terminer sa chute dans le lac avec un splash que le comité de l'eau ne pourrait noter tant la moindre goutte peine à nous effleurer. Puis un petit tour du lac, lent, plat, ennuyeux, uniquement dans le but de nous ramener à la gare et dont le seul intérêt est la vue sur la montagne russe responsable de notre venue. Ce water coaster est donc des plus inutiles sans le moindre intérêt et il n'est positif que pour en obtenir le crédit. N'ayant pas été mouillés, nous nous dirigeons vers le flume du parc nommé Dino Splash. Cette attraction est présente dans la jolie zone jurassique mal intégrée entre la Suisse et le château médiéval comme je l'ai dit tout à l'heure.
La file d'attente est très sympathique, prenant place sur un ponton en bois qui surplombe la zone et l'attraction. La gare est semblable à un temple où la nature a repris ses droits avec quelques insectes géants et est très réussie. L'attraction en elle-même présente des virages parcourus assez rapidement, un passage dans un volcan qui selon moi est très sympathique, et une première descente qui ne mouille pas d'un poil. Puis de nouveau des virages rapides avant d'entamer la dernière montée, avec un court passage au sommet du volcan et quelques éclairages rappelant des chauves-souris, avant d'entamer une descente finale en double down qui propose un très bon airtime. Cependant, à l'arrivée, une fois de plus, nous ne sommes que très peu mouillés et c'est bien dommage. Mis à part la thématisation mal placée dans le parc, j'ai beaucoup aimé cette attraction et je lui trouve un vrai petit charme. Bon, maintenant, il est l'heure de passer aux choses sérieuses. Nous nous dirigeons vers la plus belle zone du parc selon moi, afin d'y retrouver le tant attendu Ride to Happiness. Je ne pense pas vraiment avoir besoin de la présenter, mais on va quand même le faire. Il s'agit d'un extreme spinning coaster de chez MacRides, qui est réputé pour être l'un des tout meilleurs roller coasters d'Europe, voire même du monde. On entre dans la file d'attente et on découvre les couloirs simplement mais efficacement thématisés, le tout avec la boule au ventre. Car je ne l'ai dit qu'à demi-mot, mais étant depuis peu seulement amateur de sensations fortes, j'ai encore du mal avec les très gros coasters, n'en ayant fait que très peu, et c'est donc dans la panique la plus totale que je m'installe dans le wagon de The Ride to Happiness. La gare est magnifique, avec une très bonne musique en fond. Immédiatement, le harnais qui se serre automatiquement vient nous mettre en confiance en nous serrant parfaitement bien, ni trop, ni pas assez. Et c'est parti. L'attraction démarre et nous commençons par l'iconique figure de Joe Roll, qui est très déroutante mais étonnamment agréable, et qui m'a personnellement prouvé le confort du harnais et la sécurité qu'on ressent dans ce wagon. Après un court arrêt sur la zone de launch, le train accélère à toute vitesse, tout en nous faisant tourner dans tous les sens, et ce accompagné par l'incroyable soundtrack composé par Hans Zimmer. Puis nous sommes projetés au sommet d'un top hat de 35 mètres totalement fou, avant de plonger vers la suite du layout. À partir d'ici, on ne comprend plus rien. Le train parcourt le tracé en tournant dans tous les sens, on enchaîne les éléments, les inversions, les changements de direction. Le tout est aidé d'un second launch et c'est tout bonnement incroyable et étonnamment très agréable. Le coaster est tellement déroutant qu'on en ressort tremblant et qu'on se demande même si on l'a fait tant on n'a pas vu le quart du parcours. C'est l'une de mes thémas de parc préférées avec mon Desert Roller Coaster. Préféré également, ce qui place Plopsaland dans un endroit spécial de mon cœur. Cependant, quand on a mangé un plat de spaghettis à midi, on est bien content quand le parcours s'achève après les 2 bunny up offrant 2 airtimes surpuissants. Après tant d'émotions, il est temps de se reposer dans la zone la plus osef du parc, la ferme. Située au dos de Mayaland et près de la forêt de Plop, cette ferme présente des animaux classiques avec des lapins, des poules, des coqs, des dindons et j'en passe, un enclos pour aller caresser des biquettes et les nourrir, et une attraction, un petit parcours de tracteur au milieu des ânes qui est rigolo mais qui repose surtout l'estomac après RTH. Voilà, donc on est passé de RTH à ça. Mention spéciale au gros cochon qui exhibe son anus aux yeux de tous. C'est vraiment bien, Plopsaland. Venez avec vos enfants. J'ai bien aimé cette zone car elle propose un contraste entre une véritable ferme de campagne et le top hat de Anubis qui dépasse derrière des arbres. On continue notre visite avec un tour de chaise volante, pas bien palpitant mais toujours amusant. Et on vient ensuite achever notre chasse au crédit du jour avec le tout dernier du parc, le Disco Coaster de Vic le Viking. En outre de son protagoniste avec un nom à coucher dehors, cette attraction n'est de base pas bien palpitante, mais on ne pouvait pas s'attendre à la souffrance qui allait arriver. Les assises de base mauvaises de ce genre d'attraction nous ont encore plus défoncé que d'habitude. Notre dos était en arc de cercle à cause du harnais abominable qui vient de pulvériser le milieu de ce dernier, et nos ventres, ainsi que nos noisettes,
était continuellement malmené par le moindre mouvement de l'attraction. Et c'est bien dommage, parce qu'en termes de sensations, c'est le meilleur que nous ayons fait, peut-être car il était à chaud, et il offrait un bon airtime à chaque passage sur la bosse centrale. Bref, c'est bien pour le crédit, mais j'aime de moins en moins ce type d'attraction, tant le confort a été écarté du concept même. Maintenant que nous avons sécurisé tous les crédits, nous nous dirigeons vers quelques flat rides rigolos. Tout d'abord, les tasses. Elles sont très jolies, mais pendant notre ride, le plateau sur lequel notre tasse se situait vibrait et broutait fortement, ce qui ne fut pas très agréable. On notera cependant que ces tasses étaient très jolies, sous une belle verrière collée à un château assez sympa, et le tout au bord du lac. Ensuite, un passage dans un filet qui surplombe le parc, où je me suis fait mal partout où je le pouvais, dans le tout petit passage qui permet d'y accéder. Et c'est peut-être parce que c'est pour les enfants, me diriez-vous, et vous auriez raison. Cela dit, il offrait une vue sur les zones autour qui était plutôt sympathique. Et après le toboggan bien trop petit pour nous, nous nous dirigeons vers Peter Pan, un flat ride assez classique mais qu'on apprécie d'autant plus que celui-ci exploite son mode inversé. C'était rigolo, ça changeait un peu, et nous avons bien aimé l'entrée qui s'est faite au milieu d'une forêt très dense de bambous. Nous avons ensuite rejoint la zone absolument dégueulasse de Megaminty qui accueille un jet ski, petit flat ride aquatique que l'on apprécie beaucoup. Malgré sa théma absolument abominable, c'est toujours aussi amusant de drifter dans l'eau, encore plus au pied de RTH. Un tour de Starflyer pour mon frère, que j'ai su éviter pour des raisons évidentes de vertige, et nous avons décidé de refaire notre attraction préférée du parc, avec pour commencer Anubis, que nous avons cette fois-ci fait tout derrière, ce qui ne change pas grand chose. Cela dit, ayant bien chauffé, il nous a tabassé la gueule ce grand malade. Encore meilleur que le matin, bien que cette vrille finale a réveillé la gerbe qui est en moi. Ensuite, petit passage à Heidi the Ride, que nous avons fait au milieu, et qui est toujours aussi marrant, surtout à chaud. Après une petite séance de photos de Hercule dans sa zone préférée, les voici, nous sommes retournés rider le Flume Dino Suisse, qui lui était tout aussi amusant que le matin. Mais cependant, arrive ma déception personnelle au moment d'effectuer notre dernière attraction, à savoir Ride to Happiness. Arrivé face à la bête, je comprends malheureusement que mon estomac n'encaissera pas un tour à chaud, et me décide donc de passer mon tour, à ma plus grande déception, n'ayant pu rider mon top 1 qu'une seule fois, malgré un parc complètement vide. Déçu d'avoir été malade dans un parc pour la deuxième fois en 2 parcs, ça m'était déjà arrivé à Walibi Belgium la semaine passée, je me console en allant acheter des donuts au nouveau stand Dunkin à côté de la future zone cirque. On les garde pour l'hôtel, et vu l'heure, nous rejoignons les boutiques de l'entrée avant de quitter le parc. Cependant, dans ce magasin, énorme déception finale, car en plus de l'absence du suite RTH que je souhaitais, les prix des suites nous ont complètement assommés. 85 € le suite. C'est absolument hors de prix, encore plus cher que les anciens 75 € déjà excessifs. La licence Tomorrowland coûte définitivement une couille et c'est bien dommage. C'est avec tristesse que j'ai choisi de prendre un t-shirt à 45 €, rien que ça, au moins avec le motif que je désirais. Aucun autre achat si ce n'est donc le parking à 15 € et nous quittons le parc à sa fermeture avec un avis très positif de celui-ci malgré les quelques déceptions finales. Seulement 20 minutes de route jusqu'à notre hôtel aux environs de Dunkerque et nous profitons de notre soirée de chill pour nous reposer afin d'être en forme pour notre journée de demain qui sera certainement très différente mais encore plus fatigante. En résumé de ce premier jour, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le parc Plopsaland de Panne, qui malgré quelques zones un peu dégueu, genre celles où il y a toutes les licences Studio 100 un peu dégueu agglutinées, a d'autres avantages comme de bons ghosters, des petites zones assez sympathiques qui font style parc régional, et surtout bien évidemment la zone Tomorrowland qui est ma zone préférée, tout parc confondu, ainsi que bien évidemment son roller coaster Ride to Happiness qui est mon attraction préférée, tout type confondu. Je tiens à ajouter avant de clôturer cette vidéo que mon classement, que vous pouvez voir ici, a été totalement bouleversé par les coasters de Plopsaland, ce qui prouve une fois de plus que ce parc m'a énormément plu et que ces attractions sont très intéressantes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à faire des retours, à liker ou à vous abonner et à regarder peut-être ce que je fais d'autres sur la chaîne. Et ce n'est qu'un conseil, mais sache que si tu ne t'abonnes pas, le lutin de Plop viendra te voir dans ton sommeil.